Es-tu pauvre, riche, classe moyenne? Tu ne sais pas où tu te situes? Regarde ceci, je t'explique chaque niveau. Cette vidéo est totalement révélatrice. Et c'est que la richesse n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire. Elle est le résultat de décisions, de discipline et d'une vision claire de l'avenir. Warren Buffett, l'investisseur légendaire connu sous le nom de l'Oracle d'Omaha, a démontré que l'accumulation de richesses ne consiste pas seulement à gagner plus, mais à gérer sagement les ressources, investir avec patience et maintenir une approche disciplinée. Cette vidéo explore les niveaux de richesse, de la pauvreté extrême aux multimillionnaires, en reliant chaque étape à la philosophie de Buffett. Ce voyage ne décrit pas seulement l'économie, il invite également à réfléchir sur la manière dont nos choix financiers peuvent transformer notre avenir. Niveau 1. La pauvreté extrême, la lutte pour la survie. Imagine un jeu vidéo en mode extrême, où la barre de vie est vide et le seul objectif est de survivre jusqu'au coucher du soleil. Pas de point de sauvegarde, pas de bonus, pas de seconde chance. Chaque jour commence avec la même urgence. Trouver de la nourriture, de l'eau ou un abri. C'est la réalité de la pauvreté extrême, où vivre avec moins de 3 $ par jour n'est pas un choix, mais une bataille constante. Selon la Banque mondiale, en 2023, près de 800 millions de personnes dans le monde vivent à ce niveau, principalement dans des régions comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Pour un public français, 3 $ équivalent au prix d'une baguette fraîchement sortie du four dans une boulangerie parisienne, d'un café au lait dans un bistrot de Montmartre ou d'un ticket de métro pour traverser la ville. Mais pour ceux qui se trouvent à ce niveau, ce montant doit couvrir tout. Nourriture, logement, vêtements et même soins médicaux. Il n'y a pas de place pour le luxe, pas même pour ce que nous considérons comme des besoins de base. La technologie, omniprésente dans la vie moderne, est un rêve lointain. Pas de smartphone, pas d'accès à Internet, pas d'abonnement à des plateformes comme Netflix ou Spotify. Au lieu de scroller sur TikTok ou de s'inquiéter d'un téléphone à l'écran fissuré, les personnes à ce niveau passent des heures à marcher des kilomètres pour atteindre un puits d'eau potable ou ramasser du bois pour cuisiner. Warren Buffett, malgré son immense fortune, est un exemple de frugalité qui résonne dans ce contexte. Dès son plus jeune âge, Buffett a adopté une mentalité visant à maximiser la valeur de chaque dollar, une pratique qu'il appliquait même lorsque ses revenus étaient modestes. Dans la pauvreté extrême, cette discipline n'est pas un choix, mais une nécessité. Par exemple, une mère dans un village rural du Mali pourrait rationner soigneusement chaque grain de riz pour nourrir sa famille, s'assurant que rien ne soit gaspillé. Cette mentalité reflète le principe de Buffett de faire plus avec moins, une leçon qu'il a appliquée en économisant et en investissant chaque centime dans ses premières entreprises, comme la vente de journaux dans son adolescence à Omaha. La pauvreté extrême n'est pas seulement une lutte matérielle, c'est aussi un fardeau émotionnel et psychologique. L'incertitude constante. Y aura-t-il de la nourriture ce soir? Pourrais-je soigner une fièvre? Génère un stress qui n'offre aucun répit. Si tu tombes malade, il n'y a ni assurance maladie, ni pharmacies accessibles. Si le toit de ta maison en adobe s'effondre après une tempête, il n'y a pas de budget pour le réparer. Dans des régions comme le Sahel, où les sécheresses sont fréquentes, les familles font face à la menace constante de la famine. Compare cela à la frustration d'un Parisien lorsque sa commande Uber Eats arrive avec 10 minutes de retard. L'écart entre ces réalités est abyssal. Un exemple concret, Awa, une femme au Burkina Faso, marche 7 km par jour pour collecter de l'eau dans un puits communautaire. Chaque goutte est précieuse et sa journée est dédiée à s'assurer que sa famille de 5 personnes survive un jour de plus. Si son enfant cadet tombe malade, elle doit choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture. Une décision qu'aucune mère ne devrait avoir à affronter. Buffett, dans ses écrits, parle de l'importance de prioriser l'essentiel, un principe qu'Awa applique instinctivement en gérant ses ressources rares. Cependant, contrairement à Buffett, qui a utilisé cette discipline pour construire une richesse,
Awa lutte pour la survie, sans marge pour rêver d'un avenir meilleur. La pauvreté extrême signifie aussi l'exclusion sociale. Dans un monde connecté, ces personnes sont déconnectées. Elles ne participent pas à l'économie numérique, n'ont pas accès à l'éducation en ligne, ni aux opportunités d'emploi à distance. En France, où la connectivité est presque universelle, cela peut sembler inconcevable. Mais pour des millions de personnes, la modernité est un luxe inaccessible. La question est, que se passe-t-il lorsque les revenus augmentent légèrement? Comment la vie change-t-elle en sortant de cet abîme? Niveau 2. La pauvreté au bord de l'abîme. Un pas fragile vers l'avant. Le niveau 2 représente un petit progrès. Vivre avec entre 3 et 6,85 $ par jour selon le pays. Cette fourchette, ajustée au coût de la vie locale, est courante dans les zones rurales d'Inde, du Bangladesh ou même dans certaines régions d'Europe de l'Est, comme certaines zones rurales de Roumanie ou de Bulgarie. À première vue, cela semble être un progrès significatif, mais en pratique, la vie reste une corde raide. Un rhume qui t'empêche de travailler quelques jours ou la perte d'un emploi saisonnier peut te ramener au bord de l'effondrement. À ce niveau, la nourriture est plus régulière. Le riz, les lentilles ou les légumes sont des aliments de base quotidiens. Et lors d'occasions spéciales, comme un festival local, il pourrait y avoir un peu de viande ou de poisson. En France, ce budget équivaudrait à acheter l'essentiel dans un supermarché comme Carrefour. Un peu de pain, du fromage et peut-être un yaourt, mais sans marge pour des extras comme une bouteille de vin ou un dessert. Le logement s'améliore légèrement. Peut-être une hutte en adobe avec un toit plus résistant ou un petit appartement dans une ville d'Europe de l'Est. Mais il reste précaire. Un exemple. Dans un village du Bangladesh, une famille pourrait se permettre une lampe à kérosène pour s'éclairer la nuit, mais pas un générateur électrique. La philosophie de Warren Buffett sur la planification à long terme est particulièrement pertinente ici. Buffett a commencé à investir à 11 ans, achetant des actions avec les économies de ses petites entreprises. Bien qu'à ce niveau, il n'y ait pas de capital pour investir en bourse, son principe de « dépenser moins que ce que tu gagnes » peut s'appliquer. Par exemple, un agriculteur en Inde pourrait utiliser ses revenus pour acheter une chèvre, assurant du lait pour sa famille et, avec un peu de chance, des petits à vendre. Cette décision, bien que modeste, reflète la mentalité de Buffett de chercher des actifs qui génèrent de la valeur future. Dans un contexte français, imagine une famille dans une zone rurale de Bretagne qui épargne pour acheter des outils agricoles au lieu de dépenser pour des biens superflus, un écho de la discipline de Buffett. Socialement, le niveau 2 est un entre-deux. Tu es dans la société, mais tu n'y participes pas pleinement. Dans une ville comme Bucarest, une personne à ce niveau pourrait se permettre un ticket de tramway occasionnel, mais pas une sortie au cinéma ou un dîner au restaurant. La comparaison avec ceux qui ont plus, ceux qui utilisent des smartphones, voyagent ou profitent d'activités culturelles, génère une sensation constante d'exclusion. C'est comme utiliser un Nokia 3310 en 2025, fonctionnel pour l'essentiel, mais déconnecté du rythme du monde moderne. Pendant que d'autres partagent des stories sur Instagram depuis des cafés à Paris, tu es coincé dans un monde analogique, jouant à Snake en noir et blanc. Un exemple pratique. Ion, un travailleur agricole en Roumanie, gagne assez pour nourrir sa famille et payer un loyer modeste. Cependant, lorsque son vélo, son seul moyen de transport, tombe en panne, il doit choisir entre le réparer ou acheter des médicaments pour sa femme. Cette décision reflète la fragilité de ce niveau. Tout imprévu peut déclencher une crise. Buffett, dans ses lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway, insiste sur l'importance d'un coussin financier. Pour Ion, cela pourrait signifier économiser un petit pourcentage de ses revenus mensuels, même seulement 50 centimes par jour, pour créer un fonds d'urgence. Psychologiquement, ce niveau est épuisant. La sensation d'être presque sorti de la pauvreté, mais pas tout à fait, génère un mélange d'espoir et de frustration. En France, cela pourrait être comparé à la vie d'un travailleur temporaire à Marseille
qui peut se permettre l'essentiel mais n'est jamais sûr que son contrat sera renouvelé. L'exclusion sociale et la comparaison constante avec ceux qui ont plus renforcent une sensation d'insuffisance malgré les petits progrès. Niveau 3. La classe ouvrière pauvre. Survivre avec effort. Le niveau 3 représente la classe ouvrière pauvre ou la classe moyenne basse, un groupe qui travaille sans relâche mais vit au bord du gouffre. En France, cela inclut les serveurs, les livreurs, le personnel de ménage ou les employés de magasins de détail, avec des revenus qui couvrent l'essentiel mais offrent peu de stabilité. Ici, la vie est un équilibre délicat. Tu peux payer un loyer modeste, acheter de la nourriture décente et te permettre une sortie occasionnelle, comme une bière dans un bar de quartier ou un hamburger chez McDonald's. Cependant, un imprévu, une facture d'électricité inattendue, une réparation de voiture, peut tout déstabiliser. À ce niveau, le logement est fonctionnel, mais pas luxueux. Dans une ville comme Lille, une famille pourrait vivre dans un appartement de 2 pièces, dans un quartier ouvrier, avec des meubles d'occasion et des appareils électroménagers de base. La nourriture est suffisante, mais pas abondante. Des baguettes, des pâtes, un peu de fromage et des fruits de saison avec de la viande réservée pour les week-ends. Les vacances sont rares et modestes. Peut-être un week-end en camping en Normandie ou une visite à des proches dans une autre ville. Les luxes, comme un abonnement partagé à Netflix ou un billet de cinéma, sont possibles, mais nécessitent un sacrifice dans une autre partie du budget. Warren Buffett offre une leçon clé ici, la gestion du risque. Buffett a toujours mis l'accent sur l'importance de maintenir une marge de sécurité financière, un fossé qui protège contre les imprévus. À ce niveau, appliquer ce principe est difficile, mais pas impossible. Par exemple, une caissière à Lyon pourrait économiser 20 € par mois sur un compte d'épargne, suivant le conseil de Buffett de prioriser la sécurité financière sur la consommation impulsive. Ce petit fonds pourrait faire la différence lorsque le chauffe-eau tombe en panne ou que le loyer augmente de manière inattendue. Un exemple concret. Marie, une employée de supermarché à Toulouse, gagne assez pour subvenir aux besoins de son fils et payer un petit appartement. Cependant, lorsque le prix du gaz augmente en hiver, elle doit choisir entre remplir le réfrigérateur ou chauffer la maison. Ces décisions sont un calcul quotidien, un écho de la discipline que Buffett applique lorsqu'il évalue des investissements, mais dans un contexte de survie. Marie pourrait s'inspirer de Buffett en réduisant les dépenses superflues, comme annuler un abonnement à un magazine, et en destinant cet argent à un fonds d'urgence. Psychologiquement, ce niveau est un défi. Tu n'es pas dans la pauvreté extrême, mais la comparaison avec ceux qui ont plus, ceux qui voyagent vers des destinations exotiques ou achètent des vêtements de marque, génère une sensation d'insuffisance. En France, où 21% de la population était confrontée à un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2023. Selon Eurostat, ce groupe vit coincé entre la survie et l'aspiration. La pression sociale est intense. Dans une culture qui valorise le style et la sophistication, ne pas pouvoir se permettre un dîner dans un bistrot à la mode ou un voyage sur la Côte d'Azur peut ressembler à un échec personnel. La classe ouvrière pauvre fait également face à l'insécurité de l'emploi. Les contrats temporaires ou à temps partiel sont courants et la menace du chômage est toujours présente. En France, le système de protection sociale, comme les aides au logement ou l'assurance maladie, offre un certain soulagement, mais ne supprime pas la précarité. Buffett, à ses débuts, a fait face à des risques similaires en dépendant de ses premières entreprises, mais son accent sur le réinvestissement des gains et la diversification des revenus lui a permis de construire une stabilité. Pour quelqu'un à ce niveau, cela pourrait se traduire par la recherche d'une seconde source de revenus, comme vendre des produits artisanaux sur un marché local pour réduire la dépendance à un seul salaire. Si cette analyse approfondie des niveaux de richesse t'a inspiré à réfléchir à tes propres décisions financières, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec des amis et des proches intéressés à comprendre comment l'économie façonne nos vies.
Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui éduque et inspire. Clique sur le bouton d'abonnement et partage maintenant. Niveau 4, la classe moyenne. Le pilier de la stabilité avec un équilibre fragile. Entrer dans le niveau 4, la classe moyenne, c'est comme connecter ton foyer à un réseau Wi-Fi stable, après des années à dépendre du signal faible du voisin. Pour la première fois, tu peux planifier ta semaine sans l'anxiété constante qu'un imprévu détruise ton budget. En France, ce groupe représente le cœur de la société, avec environ 2/3 de la population, selon Eurostat, faisant partie de cette catégorie. La classe moyenne est la colonne vertébrale qui paie les impôts, finance les écoles publiques et maintient en mouvement la machinerie sociale. Dans des villes comme Lyon, Nantes ou Strasbourg, la classe moyenne vit dans des appartements modestes mais fonctionnels, avec du chauffage en hiver, des cuisines bien équipées et assez d'espace pour une vie digne. Cependant, cette stabilité est fragile. Une crise économique, un licenciement ou une hausse du coût de la vie peuvent transformer cette sécurité en une pente glissante. La vie à ce niveau offre une sensation de soulagement par rapport au niveau précédent. La nourriture n'est pas un luxe. Le réfrigérateur est rempli de produits de base comme des baguettes fraîches, du fromage camembert, des fruits de saison et peut-être un poulet pour le dimanche. Les vacances sont possibles, bien que non extravagantes. Peut-être une semaine en camping dans la région de Provence ou un vol low cost vers Barcelone avec une compagnie comme Vueling. Changer une voiture d'occasion tous les 10 ans, acheter des vêtements neufs pour les enfants avant la rentrée scolaire ou profiter d'une sortie au cinéma Gaumont sont des décisions réalisables, mais elles nécessitent une planification soigneuse. À ce niveau, il n'y a pas de place pour des dépenses impulsives et chaque achat important, comme un nouvel électroménager, est débattu en famille comme s'il s'agissait d'une décision politique. Warren Buffett, connu pour sa frugalité même en étant l'un des hommes les plus riches du monde, offre des leçons essentielles pour la classe moyenne. Buffett vit dans la même maison à Omaha qu'il a achetée en 1958 pour $31 500. Un exemple de sa philosophie de vivre en dessous de ses moyens. Pour une famille de classe moyenne en France, cela pourrait se traduire par le choix d'une voiture Renault d'occasion plutôt qu'un modèle neuf ou par cuisiner à la maison au lieu de sortir dans un bistrot coûteux. Par exemple, une famille à Bordeaux pourrait décider de préparer une cassoulet maison au lieu de dépenser 50 € dans un restaurant, économisant pour un fonds d'urgence ou des vacances modestes. Cette mentalité reflète le principe de Buffett de privilégier la valeur à long terme sur la gratification immédiate, une pratique qu'il a appliquée dès son jeune âge en réinvestissant chaque dollar gagné dans ses premières entreprises. La stabilité de la classe moyenne dépend d'un revenu régulier et toute interruption peut être dévastatrice. En France, où le coût de la vie est élevé, les impôts et les factures de services de base consomment une grande partie du salaire. Imagine Julien, un professeur de lycée à Strasbourg. Avec son salaire, il peut payer une hypothèque raisonnable pour un appartement de 3 pièces, emmener sa famille au restaurant de temps en temps et épargner un peu chaque mois. Cependant, lorsque le prix du carburant augmente ou que la facture de chauffage grimpe en hiver, Julien doit ajuster son budget, sacrifiant de petits luxes comme un abonnement à Canal+ ou une sortie au théâtre. Cet équilibre délicat est un rappel de la fragilité de ce niveau. Tu es à l'aise, mais jamais complètement en sécurité. Psychologiquement, la classe moyenne fait face à une pression constante, la comparaison avec ceux qui ont plus. En France, une société qui valorise la sophistication, l'art et le style de vie, la classe moyenne peut se sentir coincée entre la stabilité et l'aspiration à mieux. Par exemple, Sophie, une employée de banque à Paris, peut se permettre une garde-robe décente, mais pas les marques de luxe qu'elle voit dans les boutiques du Marais. Ses amis publient des photos sur Instagram depuis des destinations exotiques comme Dubaï ou des dîners dans des restaurants étoilés Michelin, ce qui génère une sensation d'insuffisance, bien que sa vie soit objectivement stable. Buffett aborde cette piège dans sa philosophie. Ne gaspille pas ton énergie à te comparer aux autres. Concentre-toi sur tes propres objectifs. Pour Sophie,
Cela pourrait signifier se focaliser sur l'épargne pour l'éducation de ses enfants ou un acompte pour une maison plus grande, au lieu d'essayer d'égaler le style de vie de ses amis. Le système de redistribution européen est une bouée de sauvetage pour la classe moyenne. En France, les aides au logement, comme les APL, les subventions pour les familles et l'accès à la santé publique réduisent l'écart entre les revenus et les dépenses. Selon des études, les transferts sociaux en Europe diminuent les inégalités de richesse de près de 50%. Sans ce soutien, beaucoup à ce niveau tomberaient dans la précarité. Un exemple, une famille à Toulouse pourrait utiliser les aides au logement pour maintenir un appartement décent, leur permettant de consacrer une petite partie de leurs revenus à des activités récréatives, comme une visite au musée des Augustins ou un dîner dans un bistrot local. Cependant, la menace de perdre cet équilibre est toujours présente, car une récession économique ou un licenciement peut défaire des années d'efforts. Un autre aspect clé est l'éducation. La classe moyenne valorise l'éducation comme un outil pour grimper socialement, un principe que Buffett souligne également. Il a dit que le meilleur investissement est en soi-même, en particulier dans l'apprentissage continu. À ce niveau, les familles peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles publiques de qualité en France ou, avec des sacrifices, dans des écoles privées plus modestes. Par exemple, un couple à Nantes pourrait économiser pour des cours d'anglais pour leurs enfants, voyant cela comme un investissement dans leur avenir, similaire à la manière dont Buffett a investi dans son éducation financière dès son jeune âge. Cette mentalité de privilégier la croissance à long terme est un pont vers des niveaux supérieurs de richesse. Niveau 5. La classe moyenne supérieure, le confort assuré, mais pas illimité. Monter au niveau 5, c'est comme passer d'un appartement fonctionnel à une maison spacieuse avec jardin dans un quartier résidentiel de Lyon, Marseille ou la banlieue parisienne. La classe moyenne supérieure jouit de revenus nettement supérieurs à la moyenne, provenant de professions qualifiées comme médecin, ingénieur, avocat ou cadre d'entreprise. En France, ce groupe inclut un chirurgien dans un hôpital public de Lille, un ingénieur chez Airbus à Toulouse ou un avocat avec son propre cabinet à Nice. Les revenus sont stables, les factures ne génèrent pas d'anxiété et il y a de la place pour épargner et investir. Mais le confort dépend toujours d'un salaire régulier et non d'un patrimoine indépendant. À ce niveau, les besoins de base sont plus que couverts. Le logement est confortable. Un appartement avec vue sur la mer à Nice ou une maison individuelle dans un quartier calme de Bordeaux avec une cuisine moderne et un espace pour un bureau à domicile. La voiture est récente, peut-être un Peugeot 3008 hybride ou un Citroën DS, et tu ne t'inquiètes pas de savoir si elle démarrera. Les vacances sont plus ambitieuses. Un voyage de 10 jours en Toscane pour explorer Florence et Sienne, une semaine de ski à Chamonix ou une croisière en Méditerranée. Les luxes modernes sont accessibles. Un abonnement à Netflix Premium, un iPhone de dernière génération, un dîner dans un restaurant réputé au Vieux-Port de Marseille. Cependant, tu n'es pas dans le domaine des jets privés ou des villas sur la Côte d'Azur. Ton confort est premium, mais pas élitiste. La philosophie de Warren Buffett est particulièrement pertinente ici, en particulier sa stratégie d'acheter et conserver des investissements à long terme. Buffett a construit sa fortune en investissant dans des entreprises solides comme Coca-Cola ou American Express et en les conservant pendant des décennies. Pour la classe moyenne supérieure, cela se traduit par des décisions comme acheter une seconde propriété à louer ou investir dans des fonds indiciels. Par exemple, Claire, une ingénieure en informatique à Paris, utilise une partie de ses revenus pour cotiser à un plan de retraite privé et acheter des actions d'entreprises françaises comme L'Oréal ou Danone. Inspirée par Buffett, Claire évite les dépenses impulsives comme un sac Louis Vuitton ou une montre de luxe et privilégie les actifs qui génèrent des revenus passifs, assurant son avenir financier. Cette approche reflète le conseil de Buffett. N'épargne pas ce qui reste après avoir dépensé, dépense ce qui reste après avoir épargné. Psychologiquement, la classe moyenne supérieure expérimente un mélange de satisfaction et d'ambition.
Tu es fier d'avoir atteint ce niveau, mais tu commences à regarder plus haut. Le voisin qui conduit une Tesla Model S ou possède une maison de vacances en Corse devient ton nouveau point de référence. Cette comparaison peut générer une inquiétude subtile. Es-tu vraiment riche ou simplement à l'aise? Buffett met en garde contre ce piège dans ses lettres annuelles aux actionnaires de Berkshire Hathaway. La richesse ne se mesure pas par ce que tu dépenses, mais par ce que tu conserves. Pour quelqu'un à ce niveau, cela signifie résister à la tentation de dépenser pour des symboles de statut, comme un sac Hermès ou une adhésion à un club exclusif, et se concentrer sur la construction d'un patrimoine durable. Un exemple pratique. Marc, un médecin à Lille, gagne assez pour envoyer ses enfants dans une école privée bilingue et partir en vacances à l'étranger 2 fois par an, comme un voyage en Grèce ou un safari en Afrique du Sud. Cependant, son hypothèque pour une maison spacieuse dans un quartier élégant consomme une grande partie de son salaire, et un licenciement ou une maladie prolongée pourrait mettre en péril son style de vie. C'est le talon d'Achille de la classe moyenne supérieure. Son confort dépend d'un flux constant de revenus. Buffett a fait face à une situation similaire au début de sa carrière, lorsqu'il dépendait de ses honoraires de consultant. Sa solution a été de réinvestir chaque dollar dans des actifs qui généraient des revenus passifs, une leçon que Marc pourrait appliquer en diversifiant ses économies dans des propriétés locatives ou des fonds d'investissement européens. En France, la classe moyenne supérieure est un moteur économique clé. Elle paie une part importante des impôts et soutient des secteurs comme l'éducation privée, le tourisme de luxe modéré et la consommation de biens durables, comme les électroménagers haut de gamme ou les meubles design. Cependant, sa fragilité réside dans sa dépendance à un emploi. Une crise économique comme celle de 2008 peut faire perdre à ce groupe sa stabilité rapidement. Buffett met l'accent sur l'importance d'un fossé défensif, une marge de sécurité financière, qui, à ce niveau, pourrait signifier maintenir des économies équivalent à 6 mois de dépenses ou investir dans des actifs qui protègent contre l'inflation, comme des obligations du gouvernement français ou des propriétés dans des marchés stables. L'autonomie au travail est également un facteur distinctif. À ce niveau, les professionnels ont généralement plus de contrôle sur leur emploi du temps et leurs décisions, contrairement à la classe moyenne, où les emplois sont plus rigides. Par exemple, un avocat à Nice peut choisir ses affaires ou travailler de chez lui occasionnellement, ce qui lui donne une sensation de liberté. Cependant, cette autonomie reste liée à un salaire et non à un patrimoine indépendant. Buffett, dans ses premières années, a atteint cette autonomie en construisant sa propre entreprise, ce qui lui a permis de dissocier sa richesse d'un emploi traditionnel. Pour quelqu'un à ce niveau, un pas vers cette liberté pourrait être de lancer une petite activité secondaire, comme une consultance, pour diversifier ses revenus. La classe moyenne supérieure valorise également la culture et l'éducation, reflet de la société française. Les familles, à ce niveau, peuvent se permettre des activités culturelles, comme assister à l'Opéra de Paris ou visiter régulièrement des musées comme le Louvre. Elles investissent également dans l'éducation de leurs enfants en les envoyant dans des écoles privées prestigieuses ou en payant des cours extrascolaires, comme des leçons de piano ou des cours de langue. Cette focalisation sur le développement personnel est un écho de la conviction de Buffett que le meilleur investissement est en soi-même. Lui-même a consacré du temps à étudier la finance et l'art oratoire, des compétences qui l'ont propulsé vers le succès. Pour une famille à ce niveau, cela pourrait signifier investir dans un cours en ligne de gestion financière pour apprendre à investir comme Buffett, maximisant le potentiel de leurs économies. Niveau 6. Les aisés. Le seuil du confort élevé. Le niveau 6, celui des aisés, marque un tournant où la vie se transforme en une expérience de confort et de liberté que peu atteignent.
C'est comme passer d'un appartement fonctionnel dans une ville française à une maison seigneuriale avec un jardin parfaitement entretenu, de grandes baies vitrées offrant une vue sur un paysage idyllique et une cuisine digne d'un magazine de design. En France, ce groupe comprend des professionnels libéraux prospères, comme des médecins spécialistes ou des avocats avec une clientèle établie, et des entrepreneurs qui ont bâti des entreprises florissantes, comme des propriétaires de chaînes de restaurants ou de boutiques de luxe. Ici, les préoccupations financières quotidiennes disparaissent. Les factures d'électricité, de gaz ou d'Internet sont payées sans y penser, comme un rituel aussi naturel que l'achat d'une baguette fraîche dans une boulangerie de Saint-Germain-des-Prés. La vie à ce niveau est un équilibre entre un confort tangible et l'aspiration à un statut encore plus élevé. Le logement à ce niveau est un symbole de succès. Imagine une villa élégante à Aix-en-Provence, avec des parquets en chêne, une piscine chauffée et un garage pour un Range Rover et une décapotable classique. Ou peut-être un appartement de luxe dans le 16e arrondissement de Paris, avec vue sur la Tour Eiffel et un intérieur décoré par un designer renommé. Les enfants fréquentent des écoles privées d'élite, comme le lycée international de Saint-Germain-en-Laye ou le collège Stanislas, et les activités culturelles sont une constante. Des billets pour l'Opéra Garnier au dîner dans des restaurants étoilés Michelin, comme le 5 à l'hôtel Georges V. Les voyages sont fréquents et sophistiqués. Une semaine dans un chalet à Megève, une croisière en voilier sur la côte amalfitaine ou une escapade dans les vignobles toscans. Ce ne sont pas des événements exceptionnels, mais des éléments intégrants du style de vie. La philosophie de Warren Buffett, axée sur l'investissement à long terme et la discipline financière, est un guide pour les aisés. Buffett, qui vit toujours dans la maison modeste qu'il a achetée à Omaha en 1958 pour 31 500 $, prône l'importance de privilégier les actifs générateurs de richesse aux dépenses superflues. Pour les aisés, cela signifie investir dans des propriétés, des actions ou des entreprises plutôt que de gaspiller dans des symboles de statut. Par exemple, considérons Élise, une avocate spécialisée en droit maritime à Marseille. Au lieu de dépenser son revenu considérable dans un yacht privé, Élise investit dans un immeuble d'appartements dans le quartier du Panier, générant des revenus passifs grâce au loyer et dans des actions d'entreprises françaises comme LVMH et Airbus. Cette stratégie reflète le principe de Buffett de acheter et conserver des actifs de qualité, comme il l'a fait avec ses investissements dans Coca-Cola et American Express, qui ont cru de manière exponentielle avec le temps. La résilience financière est une caractéristique clé de ce niveau. Contrairement à la classe moyenne supérieure, les aisés ne vacillent pas face aux imprévus économiques. Une chute des marchés boursiers ou la perte temporaire d'un client important ne menace pas leur style de vie, grâce à un portefeuille diversifié et à des économies substantielles. Par exemple, un entrepreneur à Lyon qui possède une chaîne de boulangerie pourrait avoir une résidence principale en ville, une propriété de vacances sur la Côte d'Azur et un portefeuille d'investissement incluant des obligations du gouvernement français et des actions du CAC 40. Cette diversification est un écho direct de la stratégie de Buffett, qui atténue les risques en investissant dans plusieurs secteurs, des assurances aux biens de consommation, assurant qu'une perte dans un domaine ne détruise pas sa richesse. Psychologiquement, les aisés font face à une dynamique complexe. La satisfaction d'avoir atteint un niveau de confort se mêle à l'ambition de grimper encore plus haut. En France, où le statut social est lié à la sophistication culturelle, cela peut se manifester par la pression d'être vu dans des événements exclusifs comme le Festival de Cannes ou des galas de charité à l'Hôtel de Ville de Paris. Buffett met en garde contre ce piège dans ses lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway. « Tu n'as pas besoin d'impressionner tout le monde, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. » Pour Élise, cela signifie résister à la tentation d'acheter une troisième propriété juste pour rivaliser avec ses collègues
et à la place, destiner ses fonds à une start-up technologique à Sophia Antipolis. Un choix qui combine croissance financière et impact social. Un exemple pratique. Pierre, un dentiste prospère à Bordeaux, vit dans une maison spacieuse près du jardin public, avec un intérieur conçu par un architecte local et un jardin avec une fontaine. Ses enfants fréquentent une école privée bilingue et sa famille profite de vacances dans des destinations comme l'île Maurice ou les Seychelles. Inspiré par Buffett, Pierre évite les dépenses frivoles, comme une voiture de sport en édition limitée, et investit plutôt dans une propriété commerciale au centre de Bordeaux et un portefeuille d'ETF qui suivent le marché européen. Lorsqu'une récession économique affecte son cabinet dentaire, ses revenus passifs des loyers et des dividendes lui permettent de maintenir son style de vie sans toucher à ses économies, un reflet de la stratégie de Buffett de construire un fossé financier qui protège contre la volatilité. Culturellement, les aisés sont profondément intégrés à l'élite culturelle française. Ils peuvent parrainer une exposition au musée d'Orsay, posséder une petite vigne dans le Médoc ou être des invités réguliers à des événements privés au château de Versailles. Leur consommation soutient des industries comme le tourisme de luxe, la mode haut de gamme et l'art, mais pas au niveau des multimillionnaires. Par exemple, Pierre pourrait acquérir une peinture d'un artiste émergent dans une galerie de Saint-Paul-de-Vence, mais pas une œuvre maîtresse de Monet lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. La philosophie de Buffett d'investir dans ce que l'on comprend est pertinente ici. Les aisés peuvent soutenir des projets culturels ou des entreprises locales qu'ils comprennent, comme une marque de mode durable à Paris, plutôt que de poursuivre des investissements spéculatifs. L'éducation et l'héritage sont également des priorités. Les aisés investissent dans la formation de leurs enfants, en les envoyant dans des écoles internationales ou des universités prestigieuses comme Sciences Po. Cela reflète la conviction de Buffett que le meilleur investissement est en soi-même. Lui-même a consacré du temps à étudier la finance et l'art oratoire, des compétences qui l'ont propulsé vers le succès. Pour une famille à ce niveau, cela pourrait signifier financer des cours de musique au Conservatoire de Paris ou un programme de leadership dans une école de commerce, préparant la prochaine génération à maintenir et développer la richesse familiale. Niveau 7. Les très aisés. La richesse comme pouvoir et héritage. Le niveau 7, celui des très aisés, représente un saut qualitatif où la richesse ne dépend plus du salaire mais du patrimoine. Ici, posséder un loft avec vue sur la Seine à Paris, un chalet à Courchevel ou une villa avec piscine à débordement à Cap d'Antibes n'est pas un fantasme, mais la norme. En France, ce groupe inclut des entrepreneurs à succès, comme les fondateurs de start-up technologiques ayant vendu leurs entreprises, des cadres supérieurs de multinationales comme L'Oréal ou Renault, et des familles avec des entreprises établies, comme des domaines viticoles à Bordeaux ou des marques de luxe à Paris. Leur richesse combine des revenus élevés avec des actifs substantiels, plusieurs propriétés, des portefeuilles d'investissement diversifiés et des participations dans des entreprises ou des fonds de capital privé. La vie à ce niveau est une expérience de liberté presque illimitée. Les vacances sont fréquentes et opulentes. Un safari privé au Botswana, une croisière dans les îles grecques sur un yacht loué ou un mois à explorer la culture de Kyoto. Les enfants fréquentent les écoles les plus exclusives du monde, comme le Rosé en Suisse ou le lycée Louis-le-Grand à Paris, et les services de santé sont de haut niveau, avec accès à des cliniques privées à Londres ou à New York. Les voitures sont de luxe, un Rolls-Royce Cullinan ou un Ferrari SF90, et la maison est équipée des dernières technologies, des systèmes de domotique qui contrôlent tout par commande vocale aux collections d'art contemporain qui rivalisent avec de petites galeries. La philosophie de Warren Buffett sur le pouvoir de l'intérêt composé est un pilier à ce niveau. Buffett a dit « Le temps est l'ami des entreprises exceptionnelles et l'ennemi des médiocres ». Pour les très aisés, cela signifie construire un écosystème de richesse où l'argent travaille pour eux. Considérons Sophie, une entrepreneuse parisienne qui a vendu sa start-up de mode durable pour plusieurs millions d'euros.
Au lieu de dépenser dans un jet privé, Sophie investit dans un portefeuille de propriétés commerciales à Paris et Lyon, des actions d'entreprises technologiques européennes et un fonds de capital privé axé sur les énergies renouvelables. Cette approche reflète la stratégie de Buffett de réinvestir les profits de Berkshire Hathaway dans de nouvelles acquisitions, assurant que sa richesse croisse de manière exponentielle avec le temps. La sécurité financière à ce niveau est robuste. Une crise économique mondiale ou la faillite d'une entreprise ne détruisent pas leur style de vie grâce à un portefeuille diversifié et à des réserves de liquidités considérables. Par exemple, un cadre à Toulouse qui possède une entreprise de logistique pourrait avoir une résidence principale en ville, une maison de vacances à Biarritz, un appartement à Lisbonne et un portefeuille incluant des actions d'Airbus, des obligations du gouvernement français et des participations dans des start-up. Cette diversification est un reflet direct de l'approche de Buffett, qui a réparti ses investissements dans des secteurs aussi variés que les assurances, les chemins de fer et les biens de consommation pour minimiser les risques. Psychologiquement, les très aisés font face au paradoxe de l'abondance. Avec les besoins de base satisfaits depuis longtemps, la pression est maintenant de maintenir leur position dans les cercles d'élite. En France, cela pourrait se manifester par la nécessité d'être invité à des événements exclusifs au Palais Brongniart ou de posséder une table réservée aux Meurice. Buffett met en garde contre ce piège dans ses lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway. La richesse ne consiste pas à avoir plus que les autres, mais à avoir assez pour tes objectifs. Pour Sophie, cela signifie se concentrer sur des projets qui la passionnent, comme financer une fondation pour les artistes émergents à Paris, plutôt que de rivaliser avec d'autres millionnaires pour une villa plus grande. Un exemple pratique, Antoine, un cadre d'une entreprise de luxe à Paris, vit dans un penthouse dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Seine, et possède une maison de vacances à Deauville et un appartement à Milan. Ses enfants étudient dans une école internationale à Genève et sa famille voyage régulièrement vers des destinations comme Bali ou New York. Suivant les conseils de Buffett, Antoine évite les dépenses ostentatoires, comme acheter une écurie de Formule 1, et investit plutôt dans des propriétés commerciales dans le quartier latin et un fonds d'investissement durable. Lorsque le marché immobilier chute, ses autres actifs, comme les actions de Kering et les dividendes des loyers, maintiennent sa richesse intacte. Un écho de la sérénité de Buffett pendant la crise de 2008, lorsqu'il a acheté des actions alors que d'autres vendaient dans la panique. Culturellement, les très aisés sont une force dans la société française. Ils peuvent posséder une vigne à Saint-Émilion, financer une restauration au Louvre ou être mécènes d'un festival de cinéma à Deauville. Leurs investissements influencent les marchés locaux, faisant grimper les prix des propriétés dans des quartiers exclusifs comme Passy ou Neuilly-sur-Seine. La philosophie de Buffett d'investir de manière éthique est pertinente. Les très aisés peuvent soutenir des projets qui bénéficient à la communauté, comme des start-up d'énergie propre ou des initiatives culturelles dans les régions rurales de France, alignant leurs richesses sur un impact positif. L'héritage est une autre priorité. Beaucoup à ce niveau créent des fondations familiales pour transmettre leurs richesses et leurs valeurs, à l'image de l'engagement de Buffett avec le Giving Pledge. Par exemple, une famille à ce niveau pourrait établir une fondation pour financer des bourses dans des écoles d'art à Paris, gagnant de l'influence culturelle et des avantages fiscaux. Cette approche stratégique reflète la vision de Buffett d'utiliser la richesse pour créer un impact durable, au-delà de la consommation personnelle. La principale limitation à ce niveau n'est pas l'argent, mais le temps. Avec les barrières financières levées, la question est de savoir comment tirer parti des heures de la journée. Buffett, qui valorise le temps comme la ressource la plus rare, équilibre sa vie entre le travail, la famille et l'apprentissage continu. Pour les très aisés, cela pourrait signifier consacrer du temps à des expériences significatives, comme voyager avec la famille dans les châteaux de la Loire ou mentorer de jeunes entrepreneurs en France, plutôt que de chercher à accumuler plus de possessions matérielles. Niveau 8. Les millionnaires
la richesse qui se gère seule. Le niveau 8, celui des millionnaires, marque un point d'inflexion où la richesse transcende les préoccupations quotidiennes et devient un système autonome qui génère des revenus sans effort constant. En France, ce groupe est restreint mais influent, composé d'entrepreneurs qui ont vendu leurs entreprises pour des sommes à plusieurs millions, d'investisseurs avisés ayant accumulé des fortunes à travers les marchés financiers, ou d'héritiers de sociétés familiales établies comme des domaines viticoles à Bordeaux ou des marques de mode à Paris. Lorsque tu entres dans une succursale bancaire à ce niveau, le traitement change. Le conseiller se lève, propose un café Nespresso parfaitement mousseux et, dans bien des cas, passe à l'anglais, non par manque de confiance en son français, mais parce que ta richesse te désigne comme un High Net Worth Individual, HNWI. Un terme indiquant que ton patrimoine a atteint un niveau où il se gère lui-même. Un millionnaire n'a pas simplement 1 million d'euros sur un compte courant. Sa richesse est une combinaison stratégique d'actifs, des propriétés immobilières dans des emplacements privilégiés, comme un penthouse dans le Triangle d'Or à Paris ou une villa à Cap Ferrat. Des portefeuilles d'investissement diversifiés avec des actions d'entreprises comme Hermès ou Total Energies, et, dans certains cas, des participations dans des entreprises allant des startups technologiques aux cabinets de conseil. La différence clé avec les niveaux précédents est que l'argent ne dépend plus d'un salaire mensuel, mais des rendements générés par ces actifs. À ce niveau, travailler devient une option, pas une nécessité. La liberté financière est tangible. Si tu décides de ne pas travailler demain, ton patrimoine continuera de croître. En France, les millionnaires mènent un style de vie qui allie sophistication et discrétion en accord avec la culture française qui valorise l'élégance sans ostentation. Imagine une famille possédant une résidence principale à Neuilly-sur-Seine, une maison de vacances à Deauville et un appartement à Londres pour des escapades de week-end. Leurs enfants fréquentent des établissements comme l'École des Roches ou des universités d'élite comme HEC Paris. Les vacances sont des expériences de luxe. Un mois sur un yacht privé parcourant les Cyclades grecques, un safari dans un lodge exclusif au Kenya ou un séjour dans un château loué dans la vallée de la Loire. Les voitures sont haut de gamme, une Bentley Continental ou une Maserati Levante, et la maison est décorée avec des œuvres d'art de galeries parisiennes, peut-être un tableau d'un artiste contemporain acheté à Art Basel. La philosophie de Warren Buffett est un pilier fondamental à ce niveau. Buffett, connu pour son accent sur l'intérêt composé, a déclaré « Ma richesse provient d'une combinaison de vivre en Amérique, de bons gènes et de l'intérêt composé. » Pour les millionnaires, cela signifie structurer leur patrimoine pour qu'il croisse de manière exponentielle. Prenons l'exemple de Laurent, un investisseur immobilier à Paris qui possède plusieurs propriétés dans le 8e arrondissement et un portefeuille d'actions dans des entreprises du CAC 40. Inspiré par Buffett, Laurent évite les dépenses frivoles comme un jet privé et réinvestit les loyers et les dividendes dans de nouveaux actifs, comme un immeuble commercial à Lyon ou un fonds d'investissement durable. Cette stratégie reflète l'approche de Buffett de maintenir des investissements à long terme, comme sa participation dans Apple, qui a multiplié sa valeur sur des décennies. La résilience financière à ce niveau est redoutable. Une récession économique ou une mauvaise décision d'investissement ne met pas en péril le style de vie d'un millionnaire, grâce à un portefeuille diversifié et des réserves de liquidités significatives. Par exemple, une entrepreneuse à Cannes qui possède une chaîne d'hôtels-boutiques pourrait avoir des propriétés à Paris, Nice et Milan, ainsi que des investissements en obligations, actions et capital privé. Si le secteur hôtelier subit un revers, ses autres actifs, comme les dividendes de L'Oréal ou les loyers d'un immeuble à Lisbonne, assurent la stabilité. Cela fait directement écho à la stratégie de Buffett, qui a diversifié les investissements de Berkshire Hathaway dans des secteurs comme les assurances, l'énergie et la technologie pour minimiser les risques. Psychologiquement, les millionnaires font face à un nouveau défi, l'illusion de l'insuffisance.
Malgré leur richesse, ils commencent à se comparer aux multimillionnaires, ce qui peut générer une sensation que ce n'est pas assez. En France, cela pourrait se manifester par la pression d'être invité à des événements exclusifs comme une gala au musée Rodin ou de posséder une vigne à Pomerol pour égaler leur père plus riche. Buffett aborde ce piège dans ses écrits. Ne mesure pas ton succès par ce que possèdent les autres. Mesure ta vie par ce qui te rend heureux. Pour Laurent, cela signifie se concentrer sur ses objectifs, comme financer une fondation pour les artistes émergents à Nice, plutôt que de courir après des symboles de statut qui n'apportent pas de valeur à long terme. Un exemple pratique, Camille, une ancienne dirigeante d'une multinationale pharmaceutique à Paris, a vendu ses actions de l'entreprise pour plusieurs millions d'euros. Elle vit dans un penthouse avec vue sur la Seine, possède une maison de vacances à Biarritz et un appartement à New York. Ses enfants étudient dans des universités de l'Ivy League et sa famille profite de voyages vers des destinations comme les Maldives ou Tokyo. Suivant les conseils de Buffett, Camille investit dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers et d'actions européennes, évitant les dépenses ostentatoires comme un yacht privé. Lorsque le marché immobilier parisien stagne, ses investissements en obligations et les dividendes d'entreprises comme Sanofi lui permettent de maintenir son style de vie sans souci, reflétant le calme de Buffett pendant la crise de 2008, lorsqu'il a acheté des actions de Goldman Sachs à bas prix. Culturellement, les millionnaires en France sont une force discrète mais puissante. Ils peuvent être mécènes d'institutions comme le Centre Pompidou, posséder une collection de vins rares de Château Pétrus ou être des invités réguliers à des événements privés pendant la semaine de la mode à Paris. Leur richesse influence les marchés locaux, faisant grimper les prix des propriétés dans des quartiers comme Le Marais ou Passy, ce qui peut rendre ces zones inaccessibles pour les classes moyennes. La philosophie de Buffett d'investir dans ce que l'on comprend est cruciale ici. Les millionnaires peuvent soutenir des entreprises locales, comme une marque de parfums artisanaux à Grasse ou des projets culturels qui renforcent leur héritage, comme la restauration d'un théâtre historique à Bordeaux. L'éducation et l'héritage sont des priorités fondamentales. Les millionnaires investissent dans la formation de leurs enfants, en les envoyant dans des universités comme Oxford ou Stanford, et créent des structures pour préserver leurs richesses, comme des fiducies familiales. Cela reflète l'engagement de Buffett envers l'apprentissage continu et la planification à long terme. Il a lui-même déclaré que son meilleur investissement fut son éducation, depuis ses études avec Benjamin Graham jusqu'à l'amélioration de ses compétences en art oratoire. Pour une famille millionnaire, cela pourrait signifier financer un programme de bourse dans une école de commerce française ou mentorer de jeunes entrepreneurs, garantissant que leur richesse ait un impact durable. Niveau 9. Les multimillionnaires, la richesse comme écosystème. Le niveau 9, celui des multimillionnaires, est un monde où l'argent cesse d'être une limitation et devient un outil d'organisation et de pouvoir. Ici, la question n'est plus « puis-je me le permettre ?», mais « où placer ce nouvel actif ?» En France, ce groupe est encore plus exclusif, composé de fondateurs d'entreprises technologiques ayant atteint des valorisations à 9 chiffres, d'héritiers de dynasties industrielles comme les familles derrière LVMH ou Kering, et de magnats immobiliers avec des portefeuilles mondiaux. Leur richesse, qui dépasse souvent les 10 ou 20 millions d'euros, se mesure dans un écosystème d'actifs, des demeures sur plusieurs continents, des participations dans des entreprises, des yachts de luxe et des collections d'art rivalisant avec celles des musées. Le style de vie d'un multimillionnaire est un mélange d'opulence et de stratégie. Imagine une demeure principale dans le 16e arrondissement de Paris, avec un chef privé et une vue sur le bois de Boulogne, une villa à Saint-Barthélemy pour des escapades hivernales et un appartement à Dubaï pour des réunions d'affaires. Les enfants fréquentent les écoles les plus exclusives du monde, comme le Rosé en Suisse ou Phillips Exeter aux États-Unis, et les voyages sont des expériences uniques.
un safari en jet privé en Namibie, une expédition en Arctique sur un brise-glace de luxe ou un séjour sur une île privée aux Maldives. Les véhicules sont personnalisés, allant d'une Bugatti Chiron à un Rolls-Royce Phantom, et la maison est équipée d'une technologie de pointe et œuvres d'art de maître comme Basquiat ou Picasso. La philosophie de Warren Buffett sur l'intérêt composé et la patience est cruciale à ce niveau. Buffett a dit « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps ». Pour les multimillionnaires, cela signifie construire un héritage qui transcende les générations. Prenons l'exemple de Julien, un entrepreneur technologique à Paris qui a vendu son entreprise d'intelligence artificielle pour 50 millions d'euros. Au lieu de dépenser dans des luxes extravagants, Julien investit dans un portefeuille mondial incluant des propriétés à Londres, des actions d'entreprises technologiques comme SAP et des participations dans des startups d'énergie renouvelable. Cette stratégie reflète l'approche de Buffett de réinvestir les profits de Berkshire Hathaway dans de nouvelles opportunités, des chemins de fer à la technologie, assurant une croissance continue. La sécurité financière à ce niveau est pratiquement inexpugnable. Une crise économique mondiale n'affecte pas leur style de vie, car leurs actifs sont répartis sur plusieurs classes, des biens immobiliers dans des marchés stables, des actions d'entreprises blue chip et des fonds de capital privé. Par exemple, un magnate immobilier à Nice pourrait posséder un portefeuille incluant des immeubles commerciaux à Paris, des hôtels à Dubaï et des terres agricoles en Provence. Si un secteur souffre, les autres compensent, reflétant la diversification de Buffett qui a protégé sa richesse en investissant dans des industries non corrélées, des assurances aux biens de consommation. Psychologiquement, les multimillionnaires font face au paradoxe de l'abondance. Avec tous les besoins satisfaits, ils cherchent un sens au-delà de l'argent. En France, cela pourrait se traduire par le financement d'une fondation pour restaurer des cathédrales gothiques ou le parrainage principal du Festival d'Avignon. Buffett aborde ce défi à travers son engagement avec le Giving Pledge, promettant de donner la majeure partie de sa fortune. Pour Julien, cela pourrait se traduire par la création d'une fondation pour soutenir des startups technologiques en France, combinant philanthropie et influence culturelle. Le conseil de Buffett de se concentrer sur des objectifs significatifs est crucial. Au lieu de courir après plus de possessions, les multimillionnaires peuvent investir dans des projets alignés sur leurs valeurs, comme le développement durable ou l'éducation. Un exemple pratique. Marie, une héritière d'une famille viticole à Bordeaux, possède une demeure à Médoc, une villa à Capri et un penthouse à Miami. Sa famille voyage en jet privé partagé, une pratique courante parmi les multimillionnaires qui préfèrent la flexibilité sans le fardeau de posséder un avion. Inspirée par Buffett, Marie investit dans des vignobles supplémentaires en Toscane, des actions d'entreprises comme Kering et un fonds d'impact social soutenant les artisans français. Lorsqu'une sécheresse affecte ces vignobles, ses autres actifs, comme les loyers des propriétés commerciales, maintiennent sa richesse intacte, un reflet de la stratégie de Buffett d'acheter pendant les crises, comme il l'a fait avec les actions de Bank of America en 2011. Culturellement, les multimillionnaires sont une force transformatrice en France. Leurs investissements font grimper les prix des propriétés dans des quartiers exclusifs comme Saint-Tropez ou Courchevel, redéfinissant le paysage urbain. Ils peuvent être mécènes d'institutions comme la Fondation Louis Vuitton ou financer des festivals de cinéma à Deauville, consolidant leur influence culturelle. L'éthique de Buffett d'investir dans ce que l'on comprend est clé. Les multimillionnaires peuvent soutenir des industries qu'ils maîtrisent, comme la mode de luxe ou le tourisme durable, renforçant leur héritage tout en générant des rendements. L'héritage est une obsession. Les multimillionnaires créent des fondations familiales ou des fiducies pour préserver leurs richesses et leurs valeurs, à l'image de l'approche de Buffett avec le Giving Pledge. Par exemple, une famille à ce niveau pourrait financer un programme de bourse à la Sorbonne, gagnant du prestige et assurant un impact durable. La principale limitation, comme au niveau précédent, est le temps. Buffett,
qui considère le temps comme la ressource la plus précieuse, équilibre sa vie entre travail, famille et philanthropie. Pour les multimillionnaires, cela pourrait signifier privilégier des expériences significatives, comme une retraite familiale dans un château en Dordogne, plutôt que l'accumulation de plus de possessions. Le voyage à travers les niveaux de richesse, de la pauvreté extrême aux multimillionnaires, est bien plus qu'une analyse des réalités économiques. C'est une exploration profonde de la manière dont les décisions, la discipline et les valeurs façonnent nos vies et le monde qui nous entoure. Chaque étape, de la lutte quotidienne pour la survie dans un village reculé du Sahel aux décisions mondiales d'un multimillionnaire dans une salle de conseil à Paris, révèle non seulement les possibilités offertes par l'argent, mais aussi les choix qui définissent qui nous sommes et comment nous impactons les autres. Warren Buffett, connu sous le nom de l'Oracle d'Omaha, nous offre une perspective unique pour comprendre ce voyage. Sa philosophie, basée sur la frugalité, le pouvoir de l'intérêt composé et la responsabilité sociale, illustre que la richesse ne se mesure pas uniquement par les zéros sur un compte bancaire, mais par la manière dont nous utilisons nos ressources pour construire un avenir significatif et durable. Dans la pauvreté extrême, chaque euro est une bataille pour la survie. Pour une mère au Burkina Faso, 1 euro peut faire la différence entre nourrir ses enfants ou les laisser affamés. Pour un travailleur rural en Inde, cela peut être le coût d'un médicament qui sauve des vies. À ce niveau, il n'y a pas de marge d'erreur et la discipline financière n'est pas un choix, mais une nécessité instinctive. Buffett, qui a commencé sa carrière en vendant des journaux et en économisant chaque centime, a compris dès son plus jeune âge la valeur de chaque dollar. Son principe de « ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes » résonne profondément dans ce contexte, où la gestion prudente de ressources rares est le seul moyen d'avancer. Bien que dans la pauvreté extrême, il n'y ait pas de capital pour investir en bourse, la mentalité de prioriser l'essentiel, comme acheter des graines pour cultiver de la nourriture au lieu de biens superflus, reflète la même logique que Buffett a appliquée pour construire son empire de zéro. À mesure que l'on gravit l'échelle de la richesse, l'argent cesse d'être une lutte et devient un outil pour façonner l'avenir. Aux niveaux intermédiaires, comme la classe ouvrière pauvre ou la classe moyenne, les décisions se concentrent sur l'équilibre entre besoins et désirs, comme choisir entre une facture d'électricité et une sortie au cinéma dans un Gaumont à Lyon. Ici, le conseil de Buffett de vivre en dessous de ses moyens devient un guide pratique. Par exemple, une famille à Nantes pourrait renoncer à dîner dans un bistrot à la mode pour épargner pour l'éducation de ses enfants, faisant écho au choix de Buffett de vivre dans la même maison modeste à Omaha pendant des décennies, malgré ses milliards. Dans la classe moyenne supérieure et les niveaux aisés, l'accent se déplace vers les investissements. Acheter des propriétés locatives à Marseille ou des actions de L'Oréal, reflétant la stratégie de Buffett d'acquérir des actifs de qualité et de les conserver à long terme. Au niveau supérieur, comme les millionnaires et les multimillionnaires, la richesse se transforme en pouvoir et influence. Un multimillionnaire français, comme le fondateur d'une entreprise technologique ou l'héritier d'une dynastie de luxe, ne se contente pas de consommer. Il redéfinit les marchés, finance des innovations et laisse un héritage culturel. Ces décisions, comme acquérir un vignoble à Bordeaux ou parrainer une exposition au Louvre, ont un impact qui transcende le personnel et affecte des communautés entières. La philosophie de Buffett sur l'accumulation de richesses par l'intérêt composé est cruciale ici. Ses investissements dans des entreprises comme Apple ou American Express ont cru de manière exponentielle sur des décennies, un modèle que les multimillionnaires peuvent imiter en construisant des portefeuilles diversifiés de biens immobiliers, d'actions et de projets. Pourtant, Buffett met également l'accent sur la responsabilité sociale, comme en témoigne son engagement dans le Giving Pledge, incitant les milliardaires à utiliser leurs richesses pour le bien de la société. En France, cela pourrait se traduire par le financement de projets de restauration comme Notre-Dame ou le soutien à des startups durables à Sophia Antipolis, alignant la richesse sur des valeurs culturelles et éthiques.
Ce voyage met également en lumière les inégalités économiques persistantes dans le monde. Selon Oxfam, depuis 1980, la majeure partie de la croissance économique mondiale a bénéficié au 1% le plus riche, tandis que des millions luttent pour couvrir leurs besoins de base. En France, où le système de redistribution réduit les inégalités de près de 50% selon des études européennes, la classe moyenne et la classe ouvrière pauvre dépendent d'aides comme les APL ou l'assurance maladie pour maintenir leur stabilité. Cependant, les multimillionnaires, avec leur capacité à influencer les marchés et les politiques, détiennent un pouvoir disproportionné. L'appel de Buffett à un système fiscal plus équitable, exprimé dans son célèbre article où il mentionne payer moins d'impôts que sa secrétaire, rappelle que la richesse entraîne une responsabilité de contribuer à la société. En France, cela pourrait signifier soutenir des politiques renforçant le filet de sécurité pour les niveaux inférieurs, ou financer des initiatives qui réduisent l'écart entre la baguette et le banquet. À un niveau personnel, cette analyse nous pousse à réfléchir à notre propre parcours financier. Comment pouvons-nous appliquer les leçons de Buffett pour avancer vers nos objectifs? Vivre en dessous de ses moyens pourrait signifier renoncer à un dîner dans un bistrot à la mode pour épargner pour un cours de finance en ligne. Investir à long terme pourrait impliquer acheter des actions d'une entreprise française solide, comme Danone, plutôt que de dépenser dans un sac Louis Vuitton. Prioriser l'apprentissage pourrait signifier lire les lettres annuelles de Buffett ou étudier le marché immobilier de ta ville pour identifier des opportunités. Ces décisions, bien que petites, peuvent avoir un impact composé, comme le démontre le parcours de Buffett, qui a transformé quelques dollars de son enfance en une fortune de plusieurs milliards. Nous t'invitons à réfléchir profondément à ton propre parcours financier et aux décisions qui te mèneront vers tes objectifs. Comment peux-tu appliquer les leçons de Buffett? Vivre avec frugalité, investir avec patience, prioriser l'apprentissage continu pour construire une vie plus épanouie, quel que soit le niveau de richesse où tu te trouves. Abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec des amis, des proches et des collègues qui souhaitent explorer comment l'économie personnelle, les décisions stratégiques et les valeurs peuvent transformer leur vie. De plus, nous te recommandons d'explorer les autres vidéos de notre chaîne où nous approfondissons les stratégies financières, les histoires inspirantes de succès et les leçons pratiques pour atteindre la liberté financière, des conseils pour économiser dans la vie quotidienne aux stratégies d'investissement à la manière de Buffett. Clique sur le bouton d'abonnement, partage maintenant et rejoins notre communauté pour continuer à apprendre et grandir ensemble.